Et bienvenue sur Radio Modin pour... Non, attendez, vous allez pas me croire. Pour un nouveau clash avec un afrocentriste, ou plutôt une afrocentriste. Alors, je vous spoil un peu, mais encore une fois, l'argumentaire est absolument catastrophique. Et encore une fois, votre bon Modin va se faire un plaisir de le démonter point par point. Amusez-vous bien. Pourquoi les Européens sont si obsédés par l'Afrique? Alors non, stop, je t'arrête tout de suite. La vraie question, c'est pourquoi l'Afrique est à ce point obsédée par la France. Vraiment, il faut partir de là. En fait, je sais même pas si tu es au courant, mais la France est submergée par l'immigration africaine. Alors, si tu regardes les chiffres, tu verras qu'on te dira qu'il y a environ 10% d'immigrés. C'est le même chiffre depuis des décennies. Parce qu'en fait, en France, on donne très facilement la nationalité et les statistiques ethniques sont interdites. Donc, on doit se contenter de ce chiffre de propagande de 10%. Et si tu veux, en France, dès qu'on a donné la nationalité, les gens sont considérés comme français, ils sont plus considérés comme des étrangers. Mais dans les faits, le nombre de personnes d'origine africaine en France, pas forcément noires d'ailleurs, est absolument colossal. Et malgré le fait qu'ils aient la nationalité, beaucoup d'entre eux ne se considèrent pas comme français, ils ne vivent pas, ils ne pensent pas comme des Français, mais bien comme des Africains. Et donc, quand des idéologies comme l'afrocentricité, le kémitisme, parce que globalement c'est à peu près la même chose, prônent la rancœur, la supériorité des Noirs, voire la haine du white, du blancos, en fait, si, ça devient notre problème. Surtout quand les mensonges historiques que ces idéologies propagent en viennent à justifier un sentiment de conquête. Tiens, regarde, il y a pas longtemps, je regardais une vidéo d'un certain Vincent Lapierre et je suis tombé sur cet extrait. Les vrais Palestiniens, c'est les Noirs. Ah bon? L'humanité est noire, le monde est noir. On le constate aujourd'hui, la démocratie a changé, la démographie change en France. En fait, on revient dans ce que l'Europe était, Pélagie était à son origine. Ah oui. Donc il y a une falsification de l'histoire et qu'il faut remettre en place pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc si tu veux entamer ta vidéo avec une bêtise aussi énorme, ça me fait me dire qu'on risque au moins de bien s'amuser avec cette vidéo. En tout cas, vu les réactions épidermiques que mon iceberg a provoquées, le moins qu'on puisse dire, c'est que les gens de la sphère afrocentriste n'ont vraiment pas l'habitude de la contradiction. Ils sont vraiment trop restés dans leur bulle de filtre et je pense que mes échanges à travers ces clashs leur feront le plus grand bien. Dites-vous qu'actuellement, l'Europe fait face à une combinaison de crises économiques, géopolitiques, sociales et j'en passe. Alors ouais, c'est tout à fait vrai. La France est en train de s'effondrer. Mais encore une fois, l'immigration africaine massive, elle y est quand même pour beaucoup là-dedans. Cette immigration massive, elle a servi à faire du dumping social. Et aujourd'hui, la France est en train de devenir comme certains pays d'Amérique du Sud, en termes de violence et de trafic de drogue. Et les trafiquants, dans leur écrasante majorité, ils viennent d'où? Je te le donne dans le mille, d'Afrique. Et si tu veux, la haine de l'Occident, chez certains d'entre eux, ça leur sert de justification morale pour commettre leurs méfaits, au mieux pour justifier un sentiment de conquête. Et aujourd'hui, vraiment, l'insécurité en France a atteint des sommets, tu te rends pas compte. Et qui agresse, qui tue, et quel est le rôle des idéologies dans cette violence? C'est ça la question qu'il faut se poser. Je pourrais te parler de l'école française aussi, qui a été parmi les meilleures du monde et qui a été obligée de baisser le niveau justement pour pouvoir accueillir cette immigration massive qui ne parlait parfois même pas la langue. Donc il faut vraiment que tu comprennes que cette immigration africaine, elle est liée à énormément des problèmes que la France rencontre actuellement. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi je parle de ça, de kémitisme, d'afrocentrisme et de tous ces trucs-là? Parce que ça nous concerne malgré nous. La France en particulier est actuellement dirigée par quelqu'un ayant subi un détournement de mineur de sa prof à l'âge de 15 ans. Bon, là-dessus, au moins, on sera d'accord, c'est vraiment une sombre histoire et Macron est probablement l'un des pires présidents que la France ait connu. Voilà, au moins, on pourra se mettre d'accord sur 2 ou 3 petites choses. Aux États-Unis, le président actuel avait été reconnu coupable d'agression sexuelle. Avez-vous entendu des Africains se prononcer sur ces sujets pourtant très graves? Ça ne nous intéresse tout simplement pas. Ce sont vos problèmes, vos histoires et nous avons les nôtres. À la limite, si on en parle, c'est pour informer chez nous, c'est tout. On ne se permettrait pas de donner notre avis, de juger, se croyant soi-disant supérieur sur des sujets qui ne nous concernent même pas. Donc, quand un youtubeur choisit de faire une vidéo sur l'afrocentricité, je me demande s'il ne voit pas les problèmes graves qu'il y a chez eux. Bon, c'est vraiment une vidéo qui commence très mal. Mais attends, juste un truc. Moi aussi, j'aimerais pouvoir me payer le luxe de te dire tout ça, ça ne m'intéresse pas, c'est vos problèmes. Mais encore une fois, j'espère que tu vas réussir à le comprendre. Vu la présence massive de l'Afrique
en France et en Europe en général, les dérives idéologiques des diverses communautés africaines sur le sol européen, comme l'islam d'ailleurs, et de plus en plus le kémitisme, ça devient notre problème. Ces idéologies, en plus de se baser sur des mensonges, elles nuisent grandement à l'ensemble du tissu social du pays. Bon bref, ça, j'espère que c'est compris. Et puis attends. Le comble de tout ça, c'est que tu nous dis que les Africains ne s'occupent pas des problèmes de l'Europe ou des États-Unis. Et pourtant, alors ça c'est un truc que je vous avais pas dit, mais elle commence sa vidéo avec un extrait d'un journal quelconque qui parle de Trump qui aurait voulu censurer une célèbre photo d'un esclave noir américain dont le dos est marqué par les coups de fouet. Alors quand j'ai lancé ta vidéo, d'ailleurs, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça n'a rien à voir. Pourquoi tu nous mets ça? Mais surtout, ce qui est incroyable, c'est que tu te rends bien compte quand même que tu commences ta vidéo justement en nous parlant de quelque chose qui se passe aux États-Unis. Donc ça contredit totalement ton discours là. Et ça fait à peine 30 secondes que tu parles. Alors d'ailleurs, je vais t'en parler un peu de ce truc-là si tu veux. Je ne suis pas pour la censure de cette photo, si c'est un fait avéré, d'ailleurs, je sais même pas. Mais il faut bien comprendre quelles seraient les raisons de Trump d'interdire cette photo. Parce qu'on comprend qu'il y a quand même énormément de choses que tu ne prends pas en compte, notamment le fait que les tensions là-bas entre les Noirs et les Blancs, elles sont palpables. Donc en fait, on comprend très bien l'intention de Trump. Mais si tu veux, le président des États-Unis, il est bien obligé de chercher l'harmonie. Alors il se dit que remuer le couteau dans la plaie à propos de l'esclavage, etc., c'est peut-être pas la meilleure solution. Même si, encore une fois, je pense que la censure est la pire des choses à faire. Mais il faut quand même se rendre compte qu'aux États-Unis, plus le temps passe, plus la rancune par rapport à l'esclavage est forte. Et ça a des conséquences. On rappelle que la communauté noire américaine, selon le rapport du FBI de 2019, elle commettait quand même 53% des meurtres, alors que les Noirs américains ne représentent que 13% de la population. Voilà, tu comprends pourquoi ça concerne les Occidentaux. Je rappelle aussi que, paradoxalement, plus on s'éloigne de la période de la ségrégation, et plus la situation des Noirs en Amérique se détériore. Et il faut vraiment comprendre le rôle de ces idéologies là-dedans. Quand des gens répètent aux Noirs qui vivent en Occident que les Blancs sont leurs ennemis, qu'ils sont le mal, etc., ou bien que les codes culturels des Blancs ne doivent pas être ceux des Noirs, comment vous voulez qu'ils s'intègrent et comment vous voulez qu'ils progressent dans cette société? Mais surtout, voilà, cet extrait que tu as choisi pour ouvrir ta vidéo et que tu mets d'ailleurs 2 fois dans ta vidéo, j'ai jamais vu ça de ma vie, il trahit quand même quelque chose. Et en fait, il répond à ta question. Tu te sens concerné par ce qui se passe dans les pays occidentaux quand ça touche les Noirs. Et ça, forcément, ça mène à te mêler des affaires d'autres pays que le tien. Ton sentiment d'appartenance raciale, il nous concerne malgré nous. Parce que même toi, avec tes petites vidéos, tu as quand même un impact sur la diaspora noire qui vit en Occident. Bref, j'espère quand même que tu te rends compte à quel point tu te contredis. Il y a tellement de sujets à traiter chez vous. Si t'es si doué pour enquêter et exposer ce qui ne va pas, alors pourquoi ne pas montrer à ton peuple comment vos politiques et vos médias les manipulent? Je suppose que t'es français, alors enquête et apporte des réponses aux Français qui sont dans la mouise actuellement. Mais t'inquiète, je fais ça aussi, parler des médias qui nous manipulent notamment pour qu'on accepte encore et toujours plus d'immigration africaine d'ailleurs. Mais encore une fois, je vais me répéter un peu, mais il faut vraiment que tu comprennes que si je parle de ces idéologies, c'est parce que vu le pourcentage extrêmement élevé de ces populations en Europe, c'est un problème qui nous concerne directement. Mais si c'était vraiment un truc purement africain, qui ne concernait que le continent africain, je pense qu'en réalité, ça ne me serait même pas venu à l'idée d'en faire une vidéo. Et si tu cherches du sensationnel, j'ai ma petite idée. Que dirais-tu d'un iceberg sur l'affaire du détournement Brigitte-Emmanuel Macron? Ou tout simplement enquêter sur l'affaire Brigitte qui est soupçonnée d'avoir changé d'orientation sexuelle? Non, elle n'est pas accusée d'avoir changé d'orientation sexuelle, elle est accusée d'avoir une quéquette. T'as vraiment rien suivi. Alors, le fait qu'il y ait eu de l'abus de mineurs de la part de Brigitte, c'est indéniable. Par contre, pour l'histoire de la quéquette, j'ai du mal à y croire, et pourtant je serais très content que ce soit vrai. En tout cas, on comprend bien quand même que tu dénonces à demi-mot ces idéologies un peu dégénérées, purement occidentales pour le coup, de théorie du genre, etc. Il faut bien que tu comprennes que ce sont justement les mêmes idéologues qui nous imposent ces idéologies dégénérées et l'immigration africaine massive en France. Bref, continue ta suite logique des vidéos sur les déviances sexuelles, mais par pitié, laisse notre histoire tranquille. Et justement, là-dessus, on peut vous dire la même chose. Laissez notre histoire tranquille. Arrêtez d'essayer de vous réapproprier nos figures historiques. Jeanne d'Arc noire, Napoléon noir, les Irlandais noirs. Qui doit laisser tranquille l'autre? Et je dirais que ça nous concerne aussi parce que les afrocentristes font énormément
de mal à ce trésor commun de l'humanité qu'est la science, et tout particulièrement l'histoire. Mais surtout, et ça c'est vrai que ça va être le couplet un peu paternaliste, et je comprends que ce soit désagréable à entendre, mais si tu veux, nous en tant qu'Européens, on a déjà fait les frais de cette réécriture de l'histoire en se basant sur des mythes pour gonfler l'ego d'un peuple. Et c'est pas bon. Et c'est un vieux pays, la France, d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui. Tu connais? Non, bah c'est pas grave. Et vous aussi, d'ailleurs, vous avez fait les frais de cet eurocentrisme qui a justifié la colonisation, etc. Donc il y aurait quand même toutes les raisons de se méfier, même de votre côté. Mais donc effectivement, moi, mon grand message, c'est ça. L'eurocentrisme conduit à des excès, l'afrocentrisme a les mêmes effets. Si ce n'est que pour mentir dans le but de galvaniser ta communauté de timbrés. Eh oh, elle a dit que vous étiez des timbrés? Et non, elle a entièrement raison là-dessus. Je ne vais pas continuer sur ce temps, je vous rassure. La suite de la vidéo est bien plus calme et riche en informations. Oui, enrichis-nous d'informations, nourris-nous de ta science. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais faire de la pub pour mon iceberg de l'afrocentrisme, s'il te plaît? Parce que il y a encore des gens qui sont pas allés le voir. Il y a des gens qui regardent tous les clashs, mais qui sont pas encore allés voir l'iceberg de l'afrocentrisme. Donc vas-y, remets-en une couche pour donner aux gens l'envie d'aller le voir. Suivez cette vidéo, je suppose que vous avez vu celle-ci, dans laquelle le youtubeur Modin caricature volontairement le mouvement d'afrocentricité. Dans cette vidéo, je ne vais pas m'atteler à la tâche de démonter ces arguments, tout simplement parce que d'autres l'ont déjà fait avec brio. Non, c'est faux, personne ne l'a fait, personne n'a réussi à démonter un seul des arguments présents dans cette vidéo. On a eu Monsieur Kamit, qui a totalement dévié du sujet en parlant d'absolument tout, sauf d'afrocentrisme, et en ciblant tout sur des questions morales. Et puis on a eu le petit Kamitou qui est tout simplement venu m'apporter des preuves sur un plateau que les thèses afrocentristes sont complètement fumeuses. Donc je le remercie d'ailleurs, parce que grâce à sa vidéo, j'ai pu faire un exposé clair et précis de pourquoi la thèse de l'Égypte noire est fausse. Tiens, d'ailleurs, faut que je te trouve un surnom à toi aussi. Bon, ce sera Madame Kamit. Comme ça, on a la famille au complet, Monsieur Kamit, Madame Kamit et le petit Kamitou. Bon bref, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Et donc, voici enfin la problématique de sa vidéo. L'afrocentricité, qu'est-ce qu'elle nous apporte aujourd'hui en tant que peuple afro et qu'est-ce que ça implique pour demain si on laisse ce genre de discours comme celui de Modin prospérer? Bon, le suspense est insoutenable. Là, je vais m'adresser particulièrement aux afros ayant commenté sous la vidéo de Modin, disons qu'il avait raison. Première des choses, vérifiez que vous n'êtes pas atteint d'Alzheimer. Puis, dites-moi, si aujourd'hui, avec Internet et toutes les archives numérisées, ils se permettent quand même d'effacer ou de nier ce qui est vrai, réel, que pensez-vous qu'ils ont fait des siècles passés quand personne ne pouvait partager l'information aussi instantanément? Ça c'est pour vous, Saleh Bounty, spécial dédicace. Mais alors, voilà, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Déjà, tu comprends bien que si tu parles d'archives, c'est que toutes ces choses-là, c'est bien qu'elles ont été conservées. Donc tu comprends bien aussi que personne en Amérique ne nie le passé esclavagiste. Enfin, c'est fou ce que tu dis. Trump, de ce que j'ai compris, parce que j'ai pas vraiment suivi cette affaire, il parle pas de détruire la photo. Il parle de ne pas l'exposer pour ne pas envenimer une situation déjà pas facile, comme je l'ai expliqué plus tôt. En réalité, il faut quand même que tu comprennes un autre truc, c'est qu'il y a que l'Occident qui fait ça, qui jette un regard réellement critique sur les horreurs qu'il a pu commettre. Il y a que l'Occident qui fait ça, ou en tout cas à ce niveau. Dire que l'Occident veut effacer les preuves de ses crimes, c'est totalement faux. En réalité, on est tombé dans l'excès inverse depuis pas mal de temps. Déjà, on ne parle que de ça. Ensuite, il faut bien que tu comprennes un truc. Les Afro-Américains, c'est un peuple à part entière. Et mis à part être noirs, ils ont vraiment pas grand-chose en commun avec les Noirs d'Afrique. En revanche, le fait que certains militants noirs braquent les projecteurs à 100% sur l'esclavage et la colonisation occidentale, ça les rend inaptes à remettre en question leur propre histoire, comme le fait l'Occident justement, et surtout à se questionner sur leur présent. Parce que là, tu nous parles des États-Unis. Bon, je vais vous donner quelques chiffres pour remettre les choses en perspective. L'esclavage aux États-Unis, c'est de 1619 à 1865. Donc on estime qu'au plus fort de l'esclavage, il y avait environ 4 millions d'esclaves qui vivaient aux États-Unis. Bon, c'est énorme. Et on estime aussi que sur l'ensemble de la période, il y aurait eu, donc selon les estimations, entre 10 et 12 millions d'esclaves, donc sur 246 ans. Ok ? Maintenant, Madame Kamit, qui est quand même au courant que les États-Unis et l'Occident dans son ensemble, en fait, ont mis fin à l'esclavage. Et d'ailleurs, la guerre de sécession, ça a coûté très cher en vie humaine aux États-Unis. 750 000 morts environ. Bon, après, il y a beaucoup d'estimations différentes. Mais enfin, ça a été quand même un charnier. Et ça, c'est jamais pris en considération par les gens qui aiment se lamenter sur le passé. D'ailleurs, un petit rappel, comme ça, qui fait toujours du bien. Est-ce que vous savez que pendant la guerre de sécession, ce sont les républicains, donc le parti de Trump, qui voulaient interdire l'esclavage, alors que les démocrates, eux,
voulait le maintenir. Voilà, c'est juste un petit rappel gratuit comme ça. Mais en fait, si le fait d'avoir aboli l'esclavage, d'avoir sacrifié autant de vies pour le faire, ça ne suffit pas, alors rien ne suffira jamais. La repentance n'en finira jamais. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, certains Africains sont accros à ce sentiment de rancœur et de vengeance. Sauf que voilà, tu te souviens là des chiffres que je viens de te donner? 4 millions au plus fort de la période de l'esclavage aux États-Unis, 10 à 12 millions sur la période totale. Bon, maintenant, est-ce que tu sais combien est-ce qu'il y a d'esclaves à l'heure où tu regardes cette vidéo en Afrique, rien qu'en Afrique? 7 millions. Et tu sais combien est-ce qu'il y a d'esclaves dans le monde actuellement? 50 millions. Et tu sais quoi? Ils ne sont pas en Occident. Donc, est-ce que tu comprends, Madame Kamit, que faire une fixette sur un pays qui a aboli l'esclavage au prix de sa propre population, alors que cet esclavage, il continue chez toi, en Afrique, c'est d'une hypocrisie absolument insoutenable. D'ailleurs, en ne parlant pas de l'esclavage moderne en Afrique, c'est toi qui contribue à passer sous silence l'histoire de l'Afrique. Cette photo est bien réelle et le monsieur déçu a bien existé. Il pourrait être mon arrière-arrière-grand-père, le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre quelque part. Alors, fais attention quand tu dis des choses comme ça, parce que statistiquement, si tu vis en Afrique, il y a quand même plus de chances pour que tes arrière-arrière-grands-parents aient vendu des esclaves plutôt qu'ils aient été des esclaves eux-mêmes. Donc doucement. Donc maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce qui est plus dangereux entre un peuple qui veut réhabiliter sa mémoire par lui-même parce qu'il ne peut plus faire confiance à une version des faits toujours orientée à l'avantage des autres, et un autre peuple qui s'acharne à effacer cette mémoire, à la nier ou à la ridiculiser, alors qu'il ne s'agit même pas d'eux. Encore une fois, l'Occident n'efface pas la mémoire de l'esclavage ou de la colonisation. Au contraire, on ne parle que de ça. Quand un film historique sort, c'est pour parler de ça. En fait, c'est exactement le même problème qu'avec Monsieur Camille. Vous avez environ 30 ou 40 ans de retard. Vous n'avez pas compris que le paradigme eurocentriste, il est mort de chez mort. Le paradigme aujourd'hui en Occident, c'est celui de l'ethnomasochisme. Ensuite, ça c'est intéressant que tu parles de réhabiliter sa mémoire. Moi, je te parle pas de mémoire, justement, je te parle d'histoire. Et il faut absolument que tu différencies les deux avant de commencer à faire des vidéos. La mémoire, c'est faillible. La mémoire, c'est soumis aux affects, à l'émotion. Alors que l'histoire, elle est froide, elle est implacable. Elle n'est pas là pour flatter ou pour vexer. Elle est là pour dire la vérité, ou s'en rapprocher en tout cas au maximum. Mais quand on voit les choses que les historiens afrocentristes racontent au nom de leur idéologie, on peut même pas qualifier ça d'histoire, en fait, c'est de la pure fantaisie. Mais alors pour répondre à ta question, de façon nette et précise, le plus dangereux, c'est de très loin ceux qui réécrivent leur histoire en se basant sur des mythes. Et ce qui est rigolo, c'est que pour illustrer le fait que certains veulent ridiculiser l'histoire des Noirs, tu utilises un extrait de ma vidéo sur lequel on voit Yacoub. Yacoub, qui est le dieu créateur des leucodermes, donc des Blancs. J'espère que vous avez révisé un petit peu votre lore avant de venir. Et Yacoub, c'est le dieu maléfique scientifique qui a créé la race blanche. Sauf qu'en fait, si tu veux, cette illustration de Yacoub, c'est pas moi qui l'ai faite. C'est Dwight York, un suprémaciste noir, membre de la Nation of Moors. C'est lui qui a représenté Yacoub comme ça. C'est pas moi. Enfin, c'est quand même fort de constater à quel point tu ne connais pas ton sujet, en fait. Ensuite, tu vas parler d'un autre point. Et ça me fait extrêmement plaisir. À savoir que l'afrocentricité et l'afrocentrisme seraient, en fait, deux choses totalement différentes. J'aimerais d'abord clarifier un point de vocabulaire que Modin mélange volontairement dans le but de ridiculiser tout le mouvement d'afrocentricité. Non, c'est faux. L'afrocentricité n'a besoin de personne pour se ridiculiser, mais vas-y, continue. Madame Kamit, nous t'écoutons. Afrocentricité et afrocentrisme sont deux termes qui se ressemblent, mais ne signifient pas la même chose, contrairement à ce qu'il veut faire croire. L'afrocentrisme est souvent utilisé comme une caricature, une idéologie figée, avec ses dérives, ses exagérations et ses mythes. C'est le mot qu'ils adorent employer parce qu'il permet de ranger tout le mouvement dans la case de fanatisme irrationnel. L'afrocentricité, au contraire, est une démarche, une méthode, une façon de replacer l'Afrique, les Africains et les descendants afro au centre de leur propre histoire. Ce n'est pas une revanche, ni une guerre, c'est une réappropriation d'une nécessité vitale. Parce que quand ton histoire a été volée, effacée, déformée ou utilisée contre toi, ça devient une obligation de tout revérifier, de tout réécrire et de tout raconter de ton histoire par toi-même. Revenir à l'afrocentricité, ce n'est pas s'inventer un passé glorieux pour gagner des points, ou juste ressortir les atrocités qu'on a subies par besoin de vengeance, non. Revenir à l'afrocentricité, c'est retrouver la vérité, rendre à notre peuple ce qui a existé. C'est aussi reprendre le contrôle de notre propre récit. Que les autres le valident ou non, ce n'est clairement pas l'objectif.
Ok, très bien. Alors ça va vraiment être le truc le plus important de cette vidéo. L'afrocentricité et l'afrocentrisme, ce sont deux mots qui désignent la même chose. Dire que ce sont deux choses totalement différentes, c'est totalement faux. Et ça, il faut absolument le comprendre. La trace la plus ancienne du terme afrocentricité, elle date de 1962 ou 1964 selon les sources, dans l'Encyclopédia Africana. Et globalement, le terme va vraiment se populariser dans les années 80 avec un livre de Molefi Asante, Afrocentricity, The Theory of Social Change. Donc en gros, l'afrocentricité, c'est un courant développé par Molefi Asante, Cheikh Anta Diop, Web Dubois ou même, plus récemment, Jean-Philippe Omotunde, dont je vous parlerai un jour, promis. Et bien d'autres d'ailleurs, qui sont donc partis du principe que les Européens auraient voulu effacer l'histoire de l'Afrique et que donc l'idée c'était donc de créer un champ académique qui chercherait à se recentrer sur la vision de l'histoire et les expériences des peuples d'Afrique et de la diaspora africaine. Donc si vous voulez, il y a déjà l'idée de vouloir rompre avec la recherche d'objectivité de l'histoire. Enfin, c'est vraiment extrêmement bancal comme truc. Donc l'idée, ça va être de mettre l'Afrique au centre de tout, remettre en question tout ce que les historiens occidentaux ont fait, enfin, sauf bien sûr quand ça va dans leur sens, évidemment. Et dans les faits, l'afrocentricité, ça conduit à des aberrations, à l'utilisation de méthodologies pseudo-scientifiques, à l'emploi de l'histoire pour galvaniser un sentiment identitaire, etc. La démarche afrocentrique, c'était vraiment une réponse aux dérives de l'eurocentrisme. Et donc plus tard, en 1996, une certaine Marie Lebkowitz a écrit un livre qui s'appelle Not Out of Africa. Et dans ce livre, elle doit débunker des idées comme quoi Socrate était noir, Cléopâtre était noire, la démocratie est née en Afrique, les Noirs ont envahi la Grèce, etc. En fait, son livre, c'était une réponse au livre Black Athena de Martin Bernal, donc un livre qui raconte absolument n'importe quoi à la méthodologie catastrophique et qui est pourtant encore utilisé comme référence par les afrocentristes. Bref, il se trouve que c'est dans ce livre que Marie Lebkowitz utilise pour la première fois le terme d'afrocentrisme. Et qu'est-ce qu'elle désigne avec ce terme d'afrocentrisme ? Eh ben, elle désigne l'afrocentricité. Donc le courant développé par Molefi Asante, Cheikh Anta Diop et bien d'autres. Donc vous comprenez bien que l'afrocentricité et l'afrocentrisme, ce sont deux mots qui désignent strictement le même objet. Cependant, le terme d'afrocentricité est plutôt là pour encenser le mouvement, c'est plutôt utilisé par les gens qui lui sont favorables, alors que le terme d'afrocentrisme, il est plutôt là pour dénoncer le mouvement. Mais le mouvement lui-même, qu'on l'appelle afrocentricité ou afrocentrisme, c'est le même. Donc c'est vraiment une arnaque hallucinante de venir dire que afrocentricité et afrocentrisme, ce sont deux choses différentes. En fait, c'est comme si vous disiez que noir et le mot qui commence par N et qu'on n'a pas le droit de dire, désignaient deux choses totalement différentes. Non, pas du tout. Le mot qui commence par N et qu'on n'a pas le droit de dire et le mot noir, ils désignent tous les deux la même chose, c'est-à-dire des personnes noires. Mais le mot noir, il est plutôt neutre, alors que le mot qui commence par N et qu'on n'a pas le droit de dire, il est plutôt extrêmement péjoratif. Et encore, ça dépend, parce qu'il y a beaucoup de noirs qui l'utilisent, et de manière non péjorative. Alors, j'ai donné cet exemple-là pour rester dans le thème, mais j'aurais pu vous en donner d'autres. Les mots avare et économe, par exemple. Deux mots qui décrivent une personne qui gère son argent avec attention, mais économe, ça suggère une gestion prudente et positive, alors que avare implique une certaine mesquinerie ou une réticence à dépenser de l'argent. Donc, selon comment on se situe, on va utiliser un mot ou l'autre, mais les deux mots désignent strictement la même chose. Alors, j'insiste une dernière fois pour que tout le monde comprenne bien, l'afrocentricité et l'afrocentrisme sont deux mots qui désignent tous deux le même objet, à savoir le courant de pensée développé par Cheikh Anta Diop et Molefi Asante. Bref, alors moi, vous l'avez compris, c'est vrai que je vais plutôt utiliser le terme d'afrocentrisme, précisément parce que ça fait un parallèle évident avec l'eurocentrisme. Mais je pourrais tout aussi bien utiliser le terme d'afrocentricité sans que ça ne change absolument rien à ce que je raconte. Et d'ailleurs, il y en a qui vont même encore plus loin. Ils disent l'afrocentrisme, ça n'existe pas parce que ça n'a pas été inventé par des Noirs. Bon, ce qui est d'une absurdité sans nom. C'est comme si on disait, nous, en tant qu'Européens, l'eurocentrisme, ça n'existe pas parce que ça a été théorisé par un Arabe. Donc un mec qui s'appelle Samir Amin. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, des millions de jeunes Africains connaissent Jules César, Napoléon ou encore De Gaulle. Mais très peu ont entendu parler de Soundiata Keïta de Tchaka Zulu ou plus récemment des résistants à la colonisation comme Samori Touré. Résultat, ils grandissent en admirant les héros des autres, ignorant complètement les leurs. Alors là-dessus, je vais te donner raison.
à 100%. Mais avec une petite question derrière quand même. Hein. Est-ce qu'en Afrique, on apprend aux enfants Jules César, Napoléon ou De Gaulle sans leur apprendre les figures historiques africaines? Si c'est le cas, je suis aussi choqué que toi. Il faut quand même reconnaître que César et Napoléon, c'est quand même des gens qui ont eu un impact colossal sur l'histoire du monde dans son ensemble. C'est quand même difficile de pas en parler. Mais pour le coup, enfin ça, c'est à l'Afrique, si tu veux, de régler ce problème. Aller apprendre aux gosses l'histoire et les figures emblématiques et héroïques de leur pays ou de leur civilisation, c'est absolument essentiel, évidemment. Cependant, si les millions d'Africains dont tu parles, ce sont des gens qui ont fait leur scolarité en France ou en Europe ou aux États-Unis, qu'on leur parle de César, de Napoléon ou de Gaulle et non pas de Soundiata Keïta, c'est quand même tout à fait normal. Je suis désolé. Et si c'est à ça que tu fais référence, alors dans ce cas-là, il y a un véritable problème dans ton discours. Enfin, moi, si j'élevais mes enfants en Afrique, bon, t'inquiète, ça n'arrivera pas, c'est pour l'exemple, hein. Mais je serais scandalisé qu'ils n'apprennent pas les figures historiques du pays qui les accueille. Or, à l'école, on enseigne aussi De Gaulle. Dans la ville, il passe devant une avenue, un lycée ou une place qui porte son nom. À la télé, il s'informe à travers des chaînes occidentales, H24, où il entend encore parler de Gaulle, et dans des temps élogieux. Le résultat, c'est que ce personnage reste vivant, réel dans sa mémoire. Alors que les héros africains, eux, s'effacent, disparaissent de la mémoire collective dès qu'on ferme les cahiers d'histoire de l'école primaire. Donc là, j'ai ma réponse à ma question. Effectivement, je suis de tout cœur avec toi. C'est pas normal. Et c'est à vous, Africains, de régler ce problème. Parce que oui, c'est un problème. Alors bon, il faut que tu saches que nous, en France, on a le problème tout à fait inverse. Hein. Nous, c'est la culpabilisation permanente. Et quand tu n'as pas de repère, tu n'as pas d'ancrage. Ce n'est pas pour rien que les enfants adoptés cherchent souvent leurs parents biologiques une fois adultes. Et là-dessus, on est d'accord. Mais c'est là qu'on voit que tu ne comprends pas le changement de paradigme en Europe. Nous, l'école ne nous enseigne plus la fierté d'appartenir à la France, le respect des ancêtres, etc. Au contraire, on est dans une époque de déconstruction totale. Donc pour filer un peu ta métaphore, aujourd'hui les Français sont non seulement orphelins, mais on leur répète en plus à longueur de journée à quel point leurs parents étaient des monstres. Donc comment tu veux créer une société fonctionnelle comme ça ? Tu as besoin de savoir d'où tu viens, sinon tu finis par croire ce que les autres racontent de toi. Que tu n'as pas de civilisation, pas d'histoire, tu n'as rien produit. C'est ça le vrai danger. Oui, sauf que, encore une fois, aucun historien sérieux ne dit ça. Alors oui, il y a des gens, parfois des gens un peu racistes, qui peuvent dire ça. Oui, dans mes commentaires, tu verras probablement des gens dire des trucs comme ça. C'est aussi ça, la liberté d'expression. Mais les historiens ne disent pas que l'Afrique n'a pas d'histoire, c'est faux. En réalité, c'est ça qui m'a fait halluciner avec la vidéo de Monsieur Kamit. C'est qu'il fait dire par exemple à Marie Leskovitch que les Africains n'ont pas d'histoire. Mais c'est absolument faux. Ce qu'elle dit, au contraire, c'est que justement, ces délires d'afrocentricité, qu'elle appelle afrocentrisme, bon, vous avez compris, c'est justement une manière de nier l'histoire de l'Afrique, sa culture et ses contributions réelles. Regarde, je t'affiche à l'écran une des pages de ce fameux livre de Marie Lepkovitch, de son fameux livre Not Out of Africa. Tu vois, c'est loin d'être aussi caricatural que ce que ton ami Monsieur Kamit en dit. Vous voyez bien qu'il est difficile pour un afro d'avoir des repères solides et une fierté ancrée. Et c'est justement là qu'intervient l'afrocentricité. C'est un antidote contre une honte imposée. Elle ne fabrique de la haine contre qui que ce soit. Quand bien même ce serait légitime, il faut le dire. Donc non, repartir dans le passé, ce n'est pas fuir le présent, parce qu'on est incapable de bâtir ou de contribuer au progrès de l'humanité aujourd'hui. C'est la condition même pour comprendre d'où l'on vient, prendre conscience de sa place dans le monde afin d'accomplir davantage. Sauf que non, l'afrocentricité, c'est une démarche qui consiste non pas à faire de l'histoire, mais bien à utiliser l'histoire dans un but identitaire. L'histoire en tant que science, elle n'a pas à se poser la question de est-ce que la vérité va blesser les sentiments d'un tel ou d'un tel. L'histoire en tant que science, elle doit être neutre, objective, froide, implacable. Et ce que toi et d'autres cherchez à faire avec votre démarche, c'est justement d'injecter du sentiment, de l'émotionnel, de l'affect dans l'histoire. Mais c'est pas son but à l'histoire. Il y a les mythes pour ça. Alors, tu vas peut-être me dire que je me contredis, parce qu'en fait, moi, je dénonce le fait que l'afrocentrisme se construit non pas sur l'histoire, mais sur des mythes. Mais en fait, non, si tu veux, il n'y a pas de contradiction. Les mythes aussi ont leur importance, mais il faut pas confondre mythes et histoire. Et les pseudo-scientifiques qui se réclament de l'afrocentricité, c'est exactement ce qu'ils font. Et en réalité, ce dont toi, tu parles, à savoir enseigner l'histoire de l'Afrique et des héros africains aux Africains, ça n'a rien à voir avec l'afrocentricité en réalité. Ce sont deux sujets parfaitement différents. Et encore une fois, je te rappelle que je suis tout à fait avec toi sur ce coup-là. Qu'on arrête d'embêter les gosses en Afrique avec De Gaulle et d'autres figures historiques françaises. Qu'on nous les enseigne plutôt à nous.
Alors voilà, t'as compris que je faisais beaucoup d'ironie, que c'est agaçant parfois. Mais sur cette histoire, vraiment, je suis à 100% avec toi. On est main dans la main. Non, monsieur Gamit, c'est juste une image, calmez-vous. Mais l'afrocentricité, c'est une démarche pseudo-scientifique qui confond justement mythe et histoire. Et surtout, c'est une pseudo-science dans le sens où les conclusions sont de toute façon déjà écrites à l'avance. Donc il n'y a pas de recherche scientifique là-dedans. C'est l'inverse même de la science. La recherche scientifique, ce n'est pas pour prouver, c'est pour vérifier. Parce que la dimension politique de cette démarche-là, bon, elle fait aucun doute, hein. Même toi, tu la nies pas. Et quand on fait de la politique, on ne fait plus de science, on fait de la propagande. Maintenant, la question de est-ce que les théories afrocentriques sont là pour fabriquer de la haine? Alors, ce serait un peu imprudent de l'affirmer, mais en tout cas, ce qu'on peut affirmer sans problème, c'est que c'est bel et bien l'effet qu'elles ont, toutes ces théories. Qu'est-ce que ça nous rapporte aujourd'hui d'adopter une démarche afrocentrique? Eh bien, ça change tout. D'abord, sur le plan personnel, l'afrocentricité nous apporte une nouvelle façon de nous voir et de nous accepter. Elle met en valeur des traits dits nets, nous invitant à nous aimer davantage, que ce soit notre peau, nos cheveux, etc. Mais aussi à porter ou reprendre des noms africains. Mais ça ne s'arrête pas là. Être afrocentrique, c'est aussi revenir à nos racines spirituelles, à la philosophie africaine comme la Mahat. C'est valoriser et transmettre nos langues. Sur le plan de l'éducation, un enfant qui apprend qu'il descend des grands empires de savants, de bâtisseurs, tu crois qu'il se sentira inférieur? Pas du tout. Au contraire, il arrête de voir l'Occident comme modèle absolu. Parce qu'il sait qu'ici, chez lui, tout existe déjà. Des mathématiciens, des philosophes, des architectes, des explorateurs, etc. Cette connaissance donne confiance et façonne le regard qu'on porte sur soi et sur le monde. Voilà, donc un énorme merci à toi. C'est absolument tout ce que je dis dans ma vidéo. C'est une manipulation de l'histoire à des fins idéologiques et identitaires. C'est une manipulation de l'histoire qui est là pour booster l'ego des Africains. Ouais, je suis désolé, mais ce n'est pas de l'histoire. C'est précisément la définition même de la propagande, ce que tu es en train de me raconter. C'est incroyable de nous balancer ça sans même s'en rendre compte quand même. Mais et encore, j'ai envie de te dire, et pourquoi pas? Le truc, c'est que toute cette identité-là, elle se base sur une ascendance fantasmée. D'ailleurs, c'est exactement ce que les Ariens ont fait. Alors ça, bon, je sais qu'aujourd'hui ça se dit plus, il y a le point Godwin, etc. Et pourtant, c'est exactement ce que tu es en train de faire. Et d'ailleurs, au passage, Matt, elle avait pas la peau mate. Bon, bref, je suis désolé de te dire ça, mais ta vidéo, elle vole vraiment pas haut. C'est terrible, hein. J'ai l'impression que t'as fait exprès pour me donner raison, quoi. Mais ce qui est le plus catastrophique là-dedans, c'est que tout ce courant afrocentriste, il se base sur un mensonge. L'Égypte n'était pas une civilisation noire. C'est faux. Il y a eu des Noirs. Ils étaient d'ailleurs de plus en plus nombreux au fur et à mesure du temps. Mais ce ne sont pas eux qui ont fondé la civilisation égyptienne. Et le vrai drame, c'est que, à cause de cette volonté de vous baser sur des mythes, vous allez jusqu'à nier votre véritable histoire. Vous les entendrez souvent dire des trucs du type « Si on ne vous avait pas colonisé, vous n'auriez pas ceci ou cela ». Comme si avant la colonisation, rien n'existait en Afrique. L'afrocentricité rétablit la vérité. Avant l'Europe, il y avait déjà des civilisations, des sciences, des arts, des savoirs, des résistances et des réussites. Oui, il y a des choses intéressantes, mais il faut faire attention à pas tomber dans le fantasme. Souvent, les afrocentristes vont partir de quelque chose qui est vrai, comme par exemple les fossés du Bénin, qui sont finalement devenus avec la propagande une immense muraille plus grande que la muraille de Chine. Après, dire que sans la colonisation, l'Afrique n'aurait pas toutes ces infrastructures, ces routes, etc. C'est vrai, c'est factuellement vrai. Pour autant, est-ce qu'il faut nier que l'Europe a déstabilisé l'organisation naturelle et culturelle du continent africain? Non. Faut pas le nier non plus. Mais ça, c'est aussi le grand problème de beaucoup d'afrocentristes, c'est de ne pas réussir à comprendre qu'on n'atteint pas la modernité sans quelques sacrifices, et y compris évidemment des sacrifices sur la tradition. Bien, parlons maintenant du futur. Imaginons qu'on laisse prospérer ce genre de discours. Imaginons qu'on accepte l'idée selon laquelle l'afrocentricité serait basée sur des mythes de gloire passée dans un but de simple revanche. Et qu'on abandonne tout. Qu'est-ce qui va se passer? C'est simple, on aura une génération entière d'afro persuadée qu'elle n'a rien produit de glorieux dans son passé. Non mais en fait c'est ça, tu comprends pas. Moi je te dis pas que l'Afrique n'a pas d'histoire, qu'elle a rien inventé, que si que ça. Je dis juste que vous êtes en train de construire un mouvement identitaire qui se base sur des mythes au lieu de vous baser sur la réalité. Moi, c'est ça que je vous reproche. En fait, il y a quelque chose de terriblement nihiliste dans votre démarche. Au lieu de mettre en avant des contributions ou des faits réels de l'Afrique dans l'histoire, vous préférez colporter des mythes. C'est terrible. Encore une fois, c'est pas moi qui vais te dire que les Africains n'ont pas le droit d'être fiers de qui ils sont.
Mais quand certains réécrivent l'histoire pour booster leur ego, ou bien pour se réapproprier l'histoire des autres, ou bien qu'ils utilisent tous ces mythes pour justifier de la violence ou des conquêtes, eh bien ça devient un problème pour tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle la faux-centricité ou même le panafricanisme leur fait si peur, qu'ils s'acharnent à effacer, à nier, à déformer notre histoire. Alors il y a toujours cette histoire chez les kémites, là, les afrocentristes. C'est pour ça que ça leur fait peur. Non, comme je te l'expliquais en début de vidéo, ce qui fait peur, c'est que le pourcentage de personnes noires africaines qui se nourrissent de ces bêtises et qui vivent en Occident est absolument considérable. Et ça, c'est un terreau fertile à l'émergence d'un extrémisme violent. Mais dans les faits, les seuls dans l'histoire qui s'acharnent à effacer, à nier et à déformer l'histoire de l'Afrique, c'est vous. L'Afrique, c'est Wakanda, bro. Et les historiens le savent.